Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Nouveau thème en ce début de semaine qui sera consacré à l'agro-industrie avec aujourd'hui un dossier sur le secteur privé dans l'industrie agroalimentaire. Au programme également de cette émission, le Burkina Faso prend de nouvelles mesures de sécurité après l'attaque terroriste du 15 janvier et l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo a été nommé médiateur pour la République démocratique du Congo. Et pour nous accompagner pendant cette émission, Jean-Marie Talley, vous êtes délégué du groupement interpatronal du Cameroun en France. Bienvenue. Merci Fanny, meilleurs vœux à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs et surtout à toute la chaîne et toute l'équipe. Et avec nous également nos éditorialistes, Grâce Nkindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Jean-Marie Talley, bienvenue. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde et merci à Jean-Marie de nous souhaiter une bonne année. Tout de suite, l'actualité du jour. Au Burkina Faso, l'attaque terroriste de ce vendredi 15 janvier à Ouagadougou contre un hôtel Le Splendide et un café-restaurant du centre-ville a fait une trentaine de victimes au lendemain de cet attentat. Les autorités ont annoncé plusieurs mesures de sécurité. Parmi celles-ci, un comité chargé d'élaborer de nouvelles stratégies de lutte contre le terrorisme. Birama Saonera. Au Burkina Faso, le gouvernement décide de créer un comité interministériel en matière de sécurité. Il s'agit de mettre en place un cadre d'échange et des propositions sur des stratégies de prévention et des réponses sécuritaires immédiates. Cette décision des autorités intervient après l'attaque terroriste du vendredi 15 janvier 2016 qui a fait une vingtaine de victimes et plusieurs dizaines de blessés. Ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est de voir le dispositif. Je crois que c'est le diagnostic du dispositif qui n'a pas permis d'éviter l'attentat qu'il faut faire et le réaménager en conséquence. Peut-être que le comité interministériel répondra peut-être à cette question, on l'espère. Sinon, ce que les Burkinabés attendent, c'est plus d'efficacité dans le renseignement, plus d'efficacité dans l'intervention. Les observateurs apprécient la nouvelle mesure des autorités burkinabées. Toutefois, ils invitent la population civile à collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité pour mieux faire face à la menace terroriste. L'implication des citoyens est très importante. Je crois que dans les mesures annoncées par le gouvernement, il est dit qu'on va renforcer la police de proximité. Ouais, c'est un système de police qui existait depuis quelques années, mais dont l'opérationnalisation posait problème. C'est un des moyens qui existent qu'on peut réactiver et renforcer pour faire participer effectivement les populations à leur propre sécurité. On attend de voir comment toutes ces structures qui existaient vont être mises en branle pour renforcer la sécurité nationale. Pour lutter efficacement contre le terrorisme, les contrôles au niveau des frontières ont été renforcés. À Ouagadougou, comme dans les grandes villes du Burkina Faso, les autorités ont renforcé la sécurité aux abords des hôtels. Le pays observe depuis dimanche, 17 janvier, 3 jours de deuil national. Gracia, est-ce que les mesures prises après cet attentat, cette attaque terroriste du 15 janvier, qui a quand même coûté la vie à 29 personnes, vous semblent suffisantes ? D'abord, pour voir si les mesures sont suffisantes, il faut vraiment voir l'état dans lequel cette attaque a été menée. En fait, il faut se rendre compte qu'après la chute de Compaoré et surtout la chute de Diendéré avec la brigade présidentielle, donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, le corps de sécurité au niveau de l'armée du Burkina Faso, l'armée d'élite, les commandos spéciaux étaient dans la brigade donc, qui protégeait le président. Et ce qui s'est passé, disons, je pourrais dire que ce sont des erreurs qui sont passées aussi en Irak, c'est de prendre les militaires les plus spécialisés, les plus aguerris, les mieux équipés, les renvoyer, ou les dispatcher partout. Au lieu de, ils pouvaient prendre des éléments d'élite, essayer de les retourner, de mélanger, de mettre d'autres, mais pour qu'ils restent toujours, disons, sur l'avant-garde. Aujourd'hui, les mesures de sécurité, je pense que les premières mesures, c'est vraiment d'essayer d'avoir un corps qui arrive au moins, disons, de protéger, parce qu'on a vu ce qui s'est passé, notamment il y a eu beaucoup d'erreurs au niveau tactique pour reprendre l'hôtel, beaucoup d'incohérences de commandement, parce que justement, il y a ce problème qui se pose. Il faut qu'ils se rendent compte que ces gens-là, ces commandos qui protégeaient Blaise Compaoré, il y a des éléments qu'on peut récupérer. C'est à partir de ces éléments qu'on peut reconstituer le corps des commandos.
Gemma, le Burkina Faso était jusque-là épargné par le terrorisme. Comment expliquer que désormais le pays soit devenu une cible? Je pense qu'il était déjà une cible. Et la question n'est pas qu'il n'ait pas été une cible auparavant et qu'il le soit devenu aujourd'hui. Je ne vais pas me lancer dans une étude de stratégie militaire comme le fait Gratien, parce que je ne suis tout simplement pas compétent pour ça. Je pense que personne n'est à l'abri et que nous vivons une métastase qui touche hélas tout le monde, qui risque probablement de toucher d'autres pays qui ne le sont pas aujourd'hui. Et l'idée de penser que nous sommes de quelques pays plus protégés que d'autres est une chimère. Ça n'est pas vrai. Ces gens cherchent les Occidentaux là où ils sont. Ils punissent les pays qui collaborent avec les Occidentaux là où ils sont. Ce sont des sectes. Et ces sectes ont une règle de fonctionnement que nous n'avons pas. Est-ce que le Burkina est en train de payer une transition qui a sans doute et forcément vu une réorganisation des services de sécurité qui étaient plus efficaces avant, qui le seront sans doute demain? Je n'en sais rien, encore une fois. C'est une hypothèse. Est-ce que le Burkina paye un passé pour certains troubles? Probablement. Je n'en sais encore une fois absolument rien. Ce sont des hypothèses de travail. Toujours est-il, c'est qu'on ne peut pas incriminer le pouvoir qui lui vient d'arriver. Et donc dire que le président Roch n'est rien ou pas mal organisé est juste une idiotie qu'il ne faut pas commettre. Nous sommes dans un pays qui jusqu'ici, vous avez dit, a été certes épargné. Il était une cible, de mon point de vue, exactement comme le sont ou l'étaient les autres pays qui ont été touchés, ou pas encore d'ailleurs touchés. Nous avons, et plus que jamais, et je crois que cet attentat-là nous le prouve, une nécessité de coordonner, de mutualiser les besoins. Le G5 Sahel, qui regroupe les 5 pays en ligne de front, le Tchad, le Burkina, le Niger, le Mali, la Mauritanie, devient plus que jamais une nécessité. Cette menace, elle est collective, la réponse est forcément collective. Trouver une solution seulement dans l'armée burkinabé ou du Niger ou de Mauritanie est un rêve. Ça n'est pas vrai. Si nos pays ne mutualisent pas, si nos 5 pays d'Israël ne mutualisent pas définitivement leurs efforts pour faire face à une menace insidieuse, diffuse, dangereuse, ils n'arriveront jamais à bout de ce fléau. Ils en sont tous les moyens théoriquement, mais la guerre est asymétrique. Jean-Marie Talley, quelle est votre réaction après cette attaque terroriste du 15 janvier? C'est malheureux et surtout une pensée pour les victimes innocentes. Mais dans le lancer de ce que vient de dire Djemal, je pense plus que c'est une stratégie qui est bien organisée par ces forces obscurantistes qui commencent à en vouloir un petit peu à tout le monde, un peu partout dans le monde. Et il n'est pas question de penser que ce soit simplement au Burkina ou c'était au Mali hier, ainsi de suite. Donc il appartient à tous les pays de s'organiser, de mutualiser leurs efforts sécuritaires et surtout d'ouvrir les yeux, de se dire c'est pas parce que c'est chez le voisin, c'est possible que ça arrive aussi. Parce que quand on regarde, avant en Afrique subsaharienne, c'était les zones les plus épargnées par les attaques terroristes. En dehors du Nigeria qui a subi, et peut-être du Kenya également, quelques-unes, mais c'était centré surtout au Nigeria. Maintenant on s'aperçoit que c'est éparpillé un petit peu partout, surtout quand on ne s'y attend pas. Alors, il est probable qu'au Burkina Faso, les périodes un peu troubles qu'il y a eu ont peut-être forcément laissé infiltrer un certain nombre de ces individus qu'il est capital de combattre un peu partout et de se préparer en conséquence et de se dire que c'est un mal qui concerne tous les pays. Nous vivons en France, on le connaît, on le vit, et en Afrique ça commence et quelque part, de l'autre côté, sachant que les points de croissance se font en Afrique, on doit faire le plus attention possible parce que ce sont des phénomènes de nature à ralentir la dynamique économique observée en Afrique. Merci. Dans l'actualité également, l'Union africaine a nommé un médiateur pour mener les consultations du dialogue national en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, une nomination qui ne fait pas l'unanimité, notamment dans l'opposition. Deogratias Podo. La Commission de l'Union africaine a désigné jeudi 14 janvier 2016 l'ancien Premier ministre togolais Edem Kodjo, médiateur dans la crise politique en République démocratique du Congo. Dans son communiqué officiel, l'organisation panafricaine demande aux différents acteurs politiques ainsi qu'à la société civile congolaise de participer aux prochaines négociations dans l'optique de consolider le processus démocratique dans le pays. La désignation de Edem Kodjo, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que l'opposition avait demandé que le dialogue soit organisé sous la médiation d'un médiateur qui serait désigné par la communauté internationale. Mais la personne d'Edem Kodjo ne réussit pas à réunir l'unanimité des classes politiques congolaises. Le sujet même de la médiation n'est pas clairement défini. Alors beaucoup de gens ont de la méfiance, surtout pour les partis politiques de l'opposition. Il y a certains points de vue qui sont favorables
à la désignation d'un médiateur par les Nations Unies et non pas par l'Union africaine. Malgré l'optimisme affiché par la communauté internationale, la question du dialogue divise toujours pouvoir et opposition à Kinshasa. Du côté de la majorité présidentielle, on soutient que ce forum permettra de discuter des questions liées au processus électoral, mais dans le camp adverse, l'on rejette toute idée de médiation, mais une seule exigence, le respect de la Constitution. Les réactions sont mitigées et la tension suscite toujours des inquiétudes. En tout cas, l'unique chance, c'est que les acteurs politiques doivent se mettre d'accord sur le calendrier électoral. Si vraiment on peut dépassionner les différents débats et que vraiment les deux classes peuvent accepter le respect de la Constitution, je crois que c'est la voie qui peut vraiment nous conduire à décrisper la situation politique en RDC. Mais si on veut prévaloir beaucoup plus ici les intérêts partisans, en tout cas nous allons traîner comme ça et il n'y aura rien absolument. La crise politique perdure en République démocratique du Congo. Certains opposants estiment que la tenue d'un dialogue politique serait destinée à prolonger le mandat de l'actuel président Joseph Kabila qui s'achève en décembre 2016. Pour l'Union africaine, la réussite de la médiation confiée à l'ancien Premier ministre togolais sera le seul moyen de relever les nombreux défis politiques et sociaux auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Schéma, d'après vous, pourquoi la personne d'Edem Kodjo ne fait pas l'unanimité ? Je ne sais pas de façon dans le débat politique interne du Congo. Personnellement, j'ai une grande idée du Premier ministre Edem Kodjo. C'est un grand Africain, grand africaniste. J'ai grandi avec ses bouquins qui sont absolument remarquables. Et je considère que c'est un homme politique d'un grand talent et absolument hors pair d'intelligence. Cela dit, c'est la situation congolaise, c'est très compliqué pour lui. Il va venir dans un pays déchiré, divisé, avec deux clans politiques de plus en plus forts, de plus en plus unis, de plus en plus déterminés. Et là, c'est exigeant. Et il va dire au camp de Kabila, arrêtez, votre interprétation de la Constitution n'est pas bonne. Moi, j'en ai une deuxième. C'est très compliqué de dire ça à un pouvoir en place. Ou alors aller à l'opposition et leur dire, soyez plus souples, acceptez un calendrier qui, en somme toute, n'est pas tout à fait négocié par les uns et les autres. C'est une tâche très pénible et je n'ai aucun doute que le talent d'Edem Kodjo est absolument réel et qu'il est tout à fait capable, comme il l'a montré d'ailleurs par le passé quand il était secrétaire général de l'Organisation militaire africaine, mais au-delà, dans son propre pays, il a montré des talents de négociateurs et de diplomates absolument hors pair. Mais la situation aujourd'hui, me semble-t-il, sera beaucoup plus compliquée pour lui parce qu'encore une fois, il vient dans un pays totalement divisé. Cela dit, si les talents d'Edem Kodjo peuvent aider les Congolais à se rapprocher, à accepter donc de négocier sur un calendrier politique, mais aussi juridique, pour que le pays se sorte d'une crise annoncée, d'un chaos absolument probable, ce serait plutôt une bonne chose. Cela dit, Edem Kodjo ne manque pas de talent, les Congolais ne manquent pas non plus d'intelligence pour négocier et discuter, il faut espérer que tout cela est dans le bon sens, mais il n'y a aucun doute que la tâche va être complètement compliquée parce que la mission est difficile. Gratien, avant Edem Kodjo, il y avait eu Saïd Djinnit qui avait été rejeté, lui aussi, par l'opposition. Est-ce que finalement, ce n'est pas le principe même du dialogue national que refusent les opposants ? On peut le dire, parce qu'ils ont rejeté le médiateur envoyé par Ban Ki-moon, et aujourd'hui, ils rejettent le médiateur envoyé par l'Union africaine, notamment l'UDPS, demande un médiateur envoyé par Ban Ki-moon. Ça veut dire qu'on revient en arrière, ce qu'on avait refusé au départ. Au départ, on disait que le médiateur de l'ONU avait échoué au Burundi, qu'il ne pouvait pas réussir au RD Congo. Mais en réalité, c'est que dans ce conflit, disons, dans ce qui présage comme conflit en RD Congo, c'est qu'il y a des non-dits, que ce soit du côté de l'opposition, que ce soit du côté du pouvoir. Au niveau du pouvoir, par exemple, c'est facile de dire on va discuter, je vais respecter la Constitution. Il y a cela. Au niveau de l'opposition aussi, on peut se dire on accepte, disons, le calendrier, que ça se passe comme ça, ou on revoit le fichier électoral. Donc je pense que le grand travail d'Edem Kodjo sera de faire parler les opposants et le pouvoir pour savoir exactement qu'est-ce qu'ils veulent, qu'ils le disent ouvertement parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas vraiment leur langage. Mais du moment où ils vont bien parler, s'exprimer, dire ce qu'ils veulent, ils pourront s'entendre. Ils se sont entendus, il y a eu notamment la conférence nationale, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui sont passés. Ils pourront s'entendre parce qu'à défaut d'une entente, je pense que c'est l'instabilité qui pourrait s'installer dans le Grand Congo.
Jean-Marie Talley, que pensez-vous de la personne d'Edem Kodjo pour être médiateur en République démocratique du Congo? Alors, l'impression que j'ai, c'est plutôt l'impression d'un homme de l'histoire que nous avons tous appris dans l'histoire africaine, essentiellement l'histoire de son pays, et en même temps comme secrétaire général à l'époque, qui était plutôt un homme que nous avons connu jeune, qui faisait de bonnes choses, qui avait des compétences, en tout cas, qui cadrait aussi Constance de l'époque. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Est-ce qu'il a évolué avec le temps? Je ne sais pas, je ne saurais pas vous le dire. Toujours est-il que la situation en RDC est extrêmement complexe, extrêmement difficile, qu'un seul homme ne pourrait pas suffire pour résoudre le problème. Et je pense qu'il appartient à l'Union africaine, qui connaît les terres africaines, les spécificités africaines, la culture africaine et l'histoire africaine, de reprendre la main de manière plus efficace. Mais pour l'homme en tant que tel, il peut coordonner des choses, mais tout seul, je ne sais pas, j'ai pas réellement d'opinion directe là-dessus, mais ça va être difficile. Merci. Nous allons marquer une courte pause. Un instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.